Très bien, donc bonjour à tous, merci d'être présents ce soir. Alors comme pas mal d'entre nous, on témoigne la présence de l'infirmière de la Polyclinique ici là au fond, je suis ravi d'accueillir Bernard Audier qui nous fait le plaisir de venir nous parler ici d'épistémologie. Je vais dire vraiment deux mots de la raison pour laquelle j'en suis content. Pour le peu que j'ai pu en juger, la question de l'épistémologie, même si je la qualifie finalement pas beaucoup comme ça, il en est beaucoup question dans ton travail, qui me semble pouvoir être décrit comme un exemple, que j'ai pu en juger encore une fois. Finalement, on a travaillé ensemble assez peu, mais ton travail me semble pouvoir être décrit comme un ensemble cohérent, théorico-pratique, vraiment, et on s'est rendu compte ici au séminaire que cette expression, mot composé, théorico-pratique, pouvait qualifier bien le savoir que mobilisait la psychiatrie de secteur. Ce que je veux dire par là, c'est que ta clinique et tes écrits sont indissociables les uns des autres et sont l'une, la clinique, comme les autres, tes écrits, à comprendre dans une recherche de faire coïncider compréhension sociale, psychopathologie, discours médical, qui est à mon avis assez important pour toi, et l'absolue particularité de la clinique du patient, comprise dans son histoire. À cet effet, de faire coïncider, je crois, Bernard, avoir repéré ton goût pour les médiations, pour ce qui se joue à l'interface des connaissances académiques et du vécu subjectif. Et comme je viens de le dire, cette interface, je crois la repérer tant dans tes productions conceptuelles. Je me souviens d'un article que tu m'avais passé, l'empirisme intelligent, évidemment la COP13, que dans ta pratique, le psychodrame, la terre, les percussions qui s'invitent en entretien à la polyclinique. Te voilà donc ici prié de bien vouloir nous faire partager un peu de ton savoir-faire pour allier ce que nous peinons tant à allier, l'épidémiologique et le particulier, l'académique et le subjectif, grâce à cet exercice que tu te proposes de faire ici au sujet de la psychose émergente. Merci beaucoup, Benjamin, de tes propos aimables et flatteurs. Hein. Effectivement, j'ai eu la chance, par exemple, de pouvoir suivre l'enseignement de l'Antérinora il y a longtemps. Et bon, l'Antérinora, il avait faisait cet effort d'un aller-retour entre la pratique, il était chef de service d'un secteur psychiatrique du deuxième arrondissement, et il était aussi un historien, un épistémologue de la psychiatrie. Et cet aller-retour, moi, ça m'avait stimulé, ça m'avait intéressé. Donc, effectivement, par moments, j'ai cherché à m'inscrire un peu dans cette trajectoire-là. Alors, je vais commencer par, j'ai préparé un dessin. Je vais commencer par vous montrer un dessin qui, dans l'idéal, aurait dû être un dessin animé. Le dessin, je ne l'ai pas. L'idée est la suivante. Quand on ouvre un livre de psychiatrie, si on y réfléchit, on voit défiler successivement des notions, des idées, des résultats qui sont d'ordre très différent. En réalité, je propose de penser que le savoir psychiatrique est un assemblage. Un assemblage, comme on dit, un alliage. C'est-à-dire, ça donne à la fois un tout cohérent et en même temps, c'est fait avec des matières différentes. Peut-être un cuisinier saurait apprécier cette métaphore de l'assemblage par opposition avec, par exemple, la fabrication d'une sauce. La psychiatrie n'est pas une sauce, c'est un assemblage. Assemblage de quoi? Eh bien, de trois choses essentiellement aujourd'hui. Tout d'abord, la psychiatrie est une partie de la médecine. La médecine, comme vous le savez,
est parfois dénoncée, c'est plutôt la science des maladies que la science de la santé. Science des maladies, ça veut dire que la médecine accumule des connaissances, accumule de façon, on pourrait dire, un peu arithmétique, des connaissances sur un nombre croissant de maladies. Et ces maladies, elles constituent des piliers de parties de la médecine qui, à un moment donné, semblent suffisamment solides pour s'identifier comme des spécialités médicales et avoir une certaine autonomie par rapport au reste de la médecine. Ici, par exemple, j'ai dessiné la psychiatrie comme organisée autour de 3 maladies mentales, la 1, la 2 et la 3. On pourrait rentrer dans le détail, la schizophrénie, la mélancolie, la manie, par exemple. Évidemment, ce nombre de maladies, tendanciellement, avec le temps, il augmente. Il augmente, mais il n'augmente qu'au prix de l'identification de maladies moins nettes, moins graves, moins sévères, plus floues, mineures, n'exigeant pas forcément un traitement, etc. Mais la psychiatrie, comme l'ensemble de la médecine auquel elle appartient, est un univers en expansion. C'est ça le point important. C'est un univers en expansion. Pourquoi? Et parce que c'est la clé du succès. L'Église, en 2000 ans, s'est développée d'une façon sensationnelle. Pourquoi? Il s'intéressait à tout. Il s'occupait de tout, jusque dans ce qui se passait dans l'alcôve. Et la médecine fait pareil. Les médecins, ils s'intéressent à tout. Ils font des certificats pour l'exercice de la pratique sportive, ils font, etc., etc. Enfin bon. Donc, la médecine attrape tout, a une spécialité, la psychiatrie, qui attrape tout elle aussi. Et donc, la psychiatrie est un univers en expansion qui, à partir de formes bien identifiées de maladies graves, s'est intéressé à de plus en plus de choses. Et vous savez que, par exemple, quand on a abandonné la notion de maladie mentale au profil de troubles mentaux, comme dans le DSM-3, le nombre de maladies a été multiplié par 20. Et on s'est trouvé à la tête de 400 troubles, là où il y en avait une vingtaine. Donc, voilà qui illustre bien cette tendance à l'expansion. Le mouvement actuel, c'est un mouvement qui produit une frange de la psychiatrie qu'on appelle la santé mentale. On ne sait plus très bien si c'est de la psychiatrie ou pas. Un adolescent attristé par le confinement et les contraintes du Covid, etc., est-ce que c'est de la psychiatrie? On ne sait pas trop. D'accord, il est triste, il dit qu'il est déprimé, les autres lui disent qu'il est déprimé. Est-ce que déprimé et dépression, c'est pareil? Ouf. Bon. La psychiatrie, plus elle s'intéresse à des gens moins malades, et plus elle parle de psychopathologie. C'est-à-dire, plus elle s'intéresse à la psychologie de gens qui ont une psychologie un peu particulière, par exemple, qui sont tristes. D'accord. Donc, la psychiatrie comme univers en expansion et la psychopathologie comme forme que prend la psychiatrie à ses limites, dans ses franges, là où elle se développe. Et puis, il y a la psychologie. Bon, la psychologie, je ne rentre pas dans le détail, enfin, c'est la science de l'homme normal, comportement et du psychisme de l'homme normal, depuis son développement, depuis l'enfance, à son comportement au travail ou à son comportement dans un supermarché, ça s'appelle la psychologie sociale. Bref, la psychologie s'intéresse au sujet normal. Enfin, au sujet normal. La psychologie aussi est un univers en expansion. Donc, la psychologie s'intéresse à des sujets de moins en moins normaux, dans un mouvement de développement et d'expansion. Et qui paraît très sympathique, puisque les psychologues, ils sont compréhensifs, les gens qui comprennent les autres, qui ont de l'empathie, de la sympathie, etc. Donc, je dis, c'est sensationnel qu'ils puissent s'occuper aussi de gens qui sont peut-être pas si normaux que ça, ou qui l'ont été, qui le reviendront peut-être. On appelle ça la psychologie clinique. Il y a la psychanalyse. La psychanalyse, c'est une expérience si particulière qu'on peut faire un sujet qui veut s'y retrouver mieux avec sa conscience, d'une part, et puis son inconscient, d'autre part. Et cette psychanalyse, comme pratique,
elle aussi, elle est en expansion. Et comme elle est en expansion, eh ben, elle se prononce sur un maximum de choses, plus exactement un nombre croissant de choses. On appelle ça la psychodynamique. Psychodynamique, ben, par exemple, du travail. La psychiatrie, au fond, un livre de psychiatrie, c'est un assemblage de données qui viennent de ces trois univers. Et c'est pour ça que la psychiatrie est quelque chose de très difficile à enseigner et à transmettre. C'est parce que ce n'est pas un discours qui a une cohérence interne. Ce n'est pas un discours qui relève d'une discipline. Il y a au moins trois disciplines qui se chevauchent dans la zone qui correspond au savoir psychiatrique. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des psychoses émergentes. Et si vous êtes attentif, vous reconnaîtrez au fil de mon discours à quoi emprunte chacun des résultats, chacune des assertions que je vais donner. Toutes ces assertions appartiennent originellement à l'un de ces trois univers. Et ensuite, eh ben, c'est bien mélangé, bien touillé. Évidemment, la pratique est un élément qui est un peu unificateur de tout ça, parce qu'au bon moulin, tout fait farine, parce qu'on fait tout bois, parce que la gravité des situations qu'on rencontre nous oblige à mobiliser tout ce qu'on peut. Hein, donc, on mélange tout. Voilà. Donc ça, c'était la partie épistémologie fondamentale de mon topo d'aujourd'hui. Ceci dit, c'est un exercice amusant qu'on pourrait proposer aux étudiants en psychiatrie de troisième année. On leur donne une page de texte de psychiatrie. On leur dit souligner en rouge ce qui est d'origine psychologie, en vert ce qui est d'origine médicale et en orange ce qui est d'origine psychanalytique. Ça serait rigolo que les gens apprennent à distinguer ces registres-là. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler des psychoses émergentes parce que, disons que, comme leur nom l'indique, c'est un mauvais jeu de mots, mais enfin, comme leur nom l'indique, c'est une question un peu nouvelle. Et donc, comme elle est un peu nouvelle, on peut, en l'étudiant, observer incitatus nascendi, c'est du latin, mais je ne sais pas le latin, enfin, en tout cas, à l'état naissant, on peut observer à l'état naissant la façon dont... tu veux bien? Simplement, je préfère le voir, parce que ça me sert de plan aussi. Ouais. Donc, si je me mets là, on voit c'est vidéo à l'été. Donc, faut qu'on puisse voir ton visage, Bernard, aussi, en même temps. Oui, non, mais d'accord. Oui, mais je ne sais pas. C'est net C'est net, ça va. Enfin, mon visage, ce n'est pas si important. C'est intéressant. Tu restes debout, du coup? Oui. Okay. Oui, je crois que c'est mieux. C'est un fond original. Non, mais parce que sinon, je serais caché par le... Donc, cette question des psychoses émergentes, c'est le nom. Par contre, est-ce que tu peux juste cliquer sur ton image pour que les gens voient plus l'image que le... Tu tiens vraiment? Surtout pour la vidéo, ça sera plus intéressant. Sur quoi? Oui, tu cliques deux fois. Bon, c'est parfait. Ça me va très bien. Je reviendrai sur le terme psychose émergente, mais disons qu'il s'agit d'une façon générale de la question du début des psychoses. Et quand on entend psychose aujourd'hui, il faut entendre ici psychose chronique, les plus sérieuses, les plus graves, les psychoses dissociatives. C'est la question, si vous voulez, des débuts de la schizophrénie. Schizophrénie à propos de laquelle les idées ont évolué, disons, en trois phases. Je vais simplifier à l'exemple. La première phase, c'est la phase qui correspond à une conception déficitaire, démentielle de la schizophrénie. Un clinicien français, Bénédicte Augustin Morel, très bien décrit, démence de l'adulte jeune. Et puis ensuite, c'est Kraepelin qui a décrit la démence précoce. Démence précoce, ça voulait dire des gens qui devenaient précocement gaga, soyons clairs, et qui développaient, adultes jeunes, un état déficitaire qui allait entraver leur existence.
Une remarque comme ça de type épistémologique, mais Benjamin a disparu. Non, c'est là. Un clin d'œil pour Benjamin. Une remarque amusante. La découverte de la démence précoce est contemporaine de l'industrialisation. Pourquoi? Elle est contemporaine de l'industrialisation parce que c'est l'industrialisation qui conduit des adultes, enfin tout jeunes, des adolescents, à s'extraire de leur famille et à intégrer des milieux aussi contraignants qu'une usine, une fabrique, etc. Et cette intégration, qui pour eux est impossible, déclenche une catastrophe psychiatrique, eh bien, elle va conduire à l'identification de la démence de l'adulte jeune. Au point que Bénédicte Augustin Morel, dans son livre de la vie mentale, explique que les jeunes des classes populaires, ils ont la chance d'être internés très tôt pour pouvoir être soignés plus vite. Ils sont internés à 15, 16, 17 ans. Alors que les malheureux jeunes des milieux aisés, eux, ils sont internés seulement vers 25, 26, 27 ans. Aujourd'hui, évidemment, quand on entend ça, on comprend que les familles aisées ont eu une capacité d'aménagement, de soutien, de réconfort, etc., qui a permis de différer le moment de recourir à une hospitalisation psychiatrique. Mais on peut créditer Bénédicte Augustin Morel de l'idée que plus un traitement est précoce, mieux c'est. On pourrait dire que cette idée-là, elle est ancienne, elle a au moins 150 ans. Donc, une première conception déficitaire de la démence précoce. Et puis, il y a la description de Bleuler, de la schizophrénie, qui repose, c'est très important, qui repose au moins autant sur la psychologie et la psychanalyse que sur la psychiatrie. De la psychologie, Bleuler exploite les travaux de Jung. Vous savez que Jung a inventé un test d'associativité verbale, travaillé dans le laboratoire de Pfund, qui était le principal neuropsychologue de l'époque en Allemagne. Et donc, il met au point ce test d'association verbale, il mesure la distance entre les mots, c'est très amusant, hein, ce sont des travaux vraiment excitants à lire. Il mesure une distance entre les mots, et puis il observe qu'il y a des jeunes qui ont une pensée, entre guillemets, saltatoire. Ça va être décrit en termes de discordance, etc. Ça va être décrit en termes de troubles de l'association verbale. Dissociation vient du mot association. Et ça, c'est de la psychologie, de la psychométrie, les tests qu'avait mis au point Jung, exploités par Bleuler, qui était aussi un élève de Freud, et qui reconnaît chez les schizophrènes le truc que plus beaucoup de monde s'amuse à reconnaître chez les schizophrènes, mais qui pourtant existent, qui sont les complexes affectifs inconscients qui existent chez les schizophrènes. Et donc, Bleuler, il est psychiatre, d'accord, mais il est calé en neuropsychologie, il lit Freud et il pond la schizophrénie. Ça, c'est la deuxième conception de la psychose. La troisième, c'est celle qui a abandonné la notion de schizophrénie avec sa dimension un peu rigide et retenir, disons, la notion de psychose dissociative pour en faire une entité qui est d'une autre famille que les névroses. Alors, structure différente, organisation différente, le débat est important, mais très compliqué. Psychose dissociative, donc, qui décrit les troubles de la pensée et les troubles de la personnalité, la dissociation de la pensée et de la personnalité, qui sont les conséquences du processus dissociatif dont les modernes, enfin, psychanalystes modernes, reconnaissent la valeur défensive. Il s'agit d'une défense contre eux. Alors, par exemple, j'ai une patiente, à 14 ans, elle avait des impulsions matricides conscientes. Bon, mieux valait arrêter de penser, c'est invivable.
donc elle a basculé dans la schizophrénie. J'ai eu un patient, il était excité comme un fou sexuellement par la fille des voisins. Bon, là, tout va bien, il a 14 ans, ça anime ses couchers, disons. Oui, sauf qu'un beau jour, il se met à désirer sa mère dans les mêmes termes, avec la même fantasmatique, etc. Et il rentre dans la schizophrénie, dans l'année qui suit, inhibition intellectuelle massive, etc. Donc, il y a une valeur défensive du processus dissociatif qui est avancée par les psychopathologues. Excusez-moi. Oui. Est-ce que c'est normal que c'est toujours en espagnol? Je n'ai pas compris. C'est toujours en espagnol? Rassurez-vous, rassurez-vous. Aïe, ça n'avance pas. Bon. Oui, je suis désolé, il y a quelques diapositives en espagnol, mais pas beaucoup. J'ai fait un Covid il y a 15 jours et donc il y a un certain degré d'impréparation de cette présentation. Oui, ça y est, oui, c'est bon. Non, ça n'a marché que parce que j'ai cliqué sur la colonne de gauche. En montant? Oui, en montant. Bon, allez, formidable, merci. Bon, je passe rapidement sur les formes de début de la schizophrénie. Alors, pas trop rapidement quand même, puisqu'il y a des formes de début qui sont des formes de début très insidieuses, qui sont les formes hébéphréniques. Hein, c'est les formes déficitaires, celles qui se traduisent par l'équivalent d'une débilité mentale, ou en tout cas qui sont identifiées par le retard scolaire ou l'incompétence scolaire auquel elles donnent lieu. Mais les autres formes cliniques ont moins d'intérêt par rapport au topo de ce soir. Les formes délirantes, les formes dépressives ou excitatoires, les formes pseudo-obsessionnelles. Les formes pseudo-psychopathiques ou héboïdophréniques sont plus intéressantes parce qu'elles sont à un carrefour diagnostique avec les évolutions du côté des troubles de la personnalité, du côté des psychopathies. Et ça, c'est un point important et qui occupe et préoccupe beaucoup, en particulier les pédopsychiatres. Il y a les formes pseudo-addictives. Alors, les formes pseudo-addictives, vous connaissez le problème, c'est les parents qui pensent que c'est parce que leur fils fume trop de hashish qu'il s'enferme, qu'il ne parle plus à personne, qu'il devient bizarre, qu'on ne le reconnaît pas, etc. Et puis, il y a cette forme dont raffolent les journalistes, hein, qui sont les criminaux-bureaux. Et ça, c'est très important. Alors, selon les pays, ces formes sont plus ou moins fréquentes, puisqu'elles sont d'autant plus fréquentes dans un pays qu'il n'y a pas de pédopsychiatrie et qu'il n'y a pas de psychiatrie clinique. Donc, à ce moment-là, on y reviendra, il n'y a pas de dépistage des débuts d'évolution psychiatrique. En français maintenant. Juste le titre. Ouais. Pourquoi oui. Bon. Cette classification française a été traduite en espagnol. Bon, donc j'en ai fait la promotion en Amérique du Sud, où elle s'est assez bien vendue d'ailleurs, mieux qu'en français. La tradition clinique française est plus prudente que la tradition anglo-saxonne et germanique à propos des psychoses. En particulier, la catégorie bouffée délirante aiguë est une catégorie qui ne présume pas, ne présage pas de l'évolution. Et dans ma génération, on avait étudié une étude de Henriet et Laboucarier. Ils avaient étudié le devenir de 150 patients qui avaient fait des bouffées délirantes aiguës. Et ils avaient observé que, bon, heureusement, ce n'était pas du tout tous les patients qui devenaient schizophrènes, mais seulement moins d'un tiers d'entre eux. Quand on s'intéresse de près aux schizophrènes, comme le font les Benjamin, rappelez que j'avais été psychiatre de secteur pendant 40 ans, quand on s'intéresse de près aux schizophrènes, évidemment, on tombe parfois
devant des cas qui se prêtent à une anamnèse, à une interrogation de leurs antécédents et des troubles qu'ils auraient présentés dans l'enfance. C'est une question très importante parce qu'on se dit, si on réussit à bien connaître les troubles dans l'enfance des schizophrènes, et qu'ils en ont, alors à ce moment-là, ça devient une possibilité de prévention, sinon primaire, tout au moins secondaire. Qu'est-ce qui est décrit dans les bouquins? Bon, la schizophrénie infantile, ça marche quand même encore. Hein. On trouve encore dans les bouquins, et en particulier en anglais, des descriptions de gamins de 8 ans qui sont délirants et qu'il faut mettre sous neuroleptique, enfin sous antipsychotique. En France, un des prédécesseurs des fondateurs du 13e, Heuyer, chez qui Diatkine et Lebowski avaient été chefs de clinique, Heuyer parlait de schizophrénie greffée pour décrire l'interaction entre une schizophrénie infantile et une débilité intellectuelle. Bon, voilà, ça a une petite place. Aujourd'hui, ce sont surtout les TND et les TSA qui représentent les antécédents qu'on va chercher dans les schizophrénies, puisqu'un certain nombre d'évolutions schizophréniques sont décrites dans ces cadres-là par les psychiatres. Une notion qui s'est un peu évanouie, alors je ne sais pas si parmi vous il y a des pédopsychiatres, mais ici, les pré-psychoses, ça marchait assez fort. Et les pré-psychoses, c'était une catégorie clinique, c'est un diagnostic provisoire qui avait été promu par les pédopsychiatres, en particulier du 13e, il y avait aussi Soulet, parmi d'autres, qui voulait en quelque sorte alerter sur l'importance stratégique d'un traitement intensif, précoce, d'enfants dont le développement était menacé. Et d'enfants qui présentaient une psychopathologie dont on ne savait pas encore, et c'est là où leurs travaux sont d'une modernité sensationnelle, hein, c'était des enfants dont ils écrivaient, on ne savait pas encore s'ils deviendraient psychopathes, s'ils développeraient des troubles de la personnalité, ou s'ils seraient exposés à devenir schizophrènes à l'adolescence. Donc, une sorte de carrefour évolutif, hein, une sorte de potentialité clinique qui appelait une mobilisation importante de moyens. C'est sur cette base-là qu'ont été créés les hôpitaux de jour pour enfants. Mieux, dans le 13e, l'unité du soir de soins intensifs, qui accueillait les enfants après l'école, au prix d'une ambiguïté très amusante, puisque les parents, comme les enfants y allaient après l'école, on leur présentait ça un peu comme des études. Hein, et on allait à l'étude, donc les parents disaient qu'ils vont faire leurs devoirs. Hein. Et puis, en fait, l'étude, c'était des institutions thérapeutiques où on approfondissait la connaissance de chacun de ces enfants et on lui proposait des soins personnalisés avec une efficacité tout à fait encourageante. Antécédents aussi dans l'enfance des schizophrènes, les troubles instrumentaux. Hein, alors, instrumentaux, aujourd'hui on dirait cognitifs, hein, cognitifs. Par exemple, la dyscalculie. La dyscalculie est un trouble qui a été décrit comme relativement fréquent dans les antécédents des schizophrènes. Bon, je passe rapidement sur la personnalité schizoïde et les troubles schizotypiques. Vous connaissez tous les descriptions de l'introversion, de ce qui a été reconnu comme un trouble de la personnalité dans les classifications modernes, sans qu'on sache très bien quel est le lien entre cette schizoïdie et la schizophrénie. Hein. Du côté de la schizoïdie, le retrait est évidemment socialement repéré comme très préoccupant, mais voilà, la schizoïdie a été décrite comme n'évoluant pas du tout systématiquement vers
vers la schizophrénie, un peu comme d'ailleurs la constitution paranoïaque n'évolue pas vers la paranoïa 9 fois sur 10. Ce sont deux choses assez différentes. Je passe rapidement. Ça, c'est plus intéressant. C'est plus intéressant parce que vous allez voir qu'on se situe, alors là, vraiment, ici au milieu, là, et on va chercher à gratter dans les trois registres les éléments de connaissance clinique. Recherche sur les antécédents lointains dans la petite enfance. Un jour, j'ai essayé de compter le nombre de patients schizophrènes et psychotiques dont je m'étais occupé de façon approfondie. Bon, ça doit tourner autour de 400, à peu près, hein, si je regarde sur la longue durée. Eh bien, sur les 400, je peux compter sur les doigts des deux mains ceux d'entre eux qui ont pu me parler de leur enfance. C'est-à-dire qu'il est assez exceptionnel qu'un patient schizophrène rentre dans une relation suffisamment confiante, et un plaisir à parler, etc., qui fasse qu'on puisse librement parler avec lui de son enfance, mieux des troubles qu'il a présentés dans son enfance. Donc, je dis, alors, pourquoi je souligne ça? C'est une considération épistémologique, c'est-à-dire faire des études génétiques chez les schizophrènes, c'est-à-dire étudier des prises de sang faites à des centaines de schizophrènes, c'est facile. Paradoxalement, si vous voulez, comme sur un plan opératoire, vous voulez faire une recherche sur l'origine de la schizophrénie, c'est beaucoup plus facile de faire une prise de sang et des analyses chromosomiques, de toutes sortes, etc., que d'essayer de vous pencher sur les antécédents dans la petite enfance d'un schizophrène. Il faut qu'il veuille. Il faut qu'il veuille, il faut qu'il y trouve de l'intérêt, etc., etc. Encore plus rare, sur les doigts d'une main, les familles avec qui j'ai des liens suffisamment bons pour qu'on parle ensemble des problèmes dans la toute petite enfance de leur marmot, enfin de leur enfant, de mes patients, mais bon, c'était vraiment de leur enfant, mon mari. Mais j'ai 5 observations exceptionnelles qui décrivent comment, entre l'âge de 8 mois et de 15 mois, 15-18 mois, c'est probablement structuré une anomalie de leur organisation psychique. Ça tourne autour de la construction d'objets primaires. Hein. C'est pas de la mère dont il s'agit, c'est de la façon dont elle est intériorisée comme objet primaire. C'est là où il y a une confusion malheureuse chez les filles. Donc, parfois, un parent ou un grand-parent a relevé des anomalies dans l'ambiance qui régnait autour d'un nourrisson. Je ne crois pas avoir le temps de vous rapporter l'histoire des détails, peut-être à la fin. Mais les angoisses psychotiques de mort imminente, du schizophrène en souffrance, évoquent les angoisses archaïques, agonie primitive qu'a décrit par exemple Winnicott. Il y a vraiment une continuité phénoménologique évidente entre l'agonie primitive de Winnicott et les angoisses dissociatives, térébrantes du schizophrène. L'insécurité relationnelle, la peur des autres, semble parfois ancienne. Tout cela concerne les interactions précoces. Voilà, mais d'études, c'est difficile. D'études, c'est difficile. On est 25 ans après. Hein. Ça s'est passé il y a 25 ans. Le patient qui est devant vous, il a 26 ans. C'était il y a 25 ans. Bon. Waouh, comment on fait pour reconstituer ça? Et c'est un objet très important. Je reviens dans la fin du topo. Liste de symptômes. Oui, je passe rapidement. C'était l'idée que quand on s'intéresse à l'anamnèse des schizophrènes, on glane les troubles qu'ils ont présentés à l'adolescence, avant de tomber malade, parfois quand ils étaient à la puberté, etc. Pourquoi cet intérêt pour les débuts de cette maladie? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt précoce
un intérêt pardon, à mener un traitement précoce avec cette notion qui est floutée pour les psychiatres, mais qui est très claire pour les médecins dans d'autres spécialités médicales, c'est la différence connue, oubliée, entre prévention primaire, secondaire et tertiaire. Prévention primaire, c'est diminuer la fréquence de la survenue de la maladie. Prévention secondaire, c'est accélérer le début des soins, c'est-à-dire soigner le plus vite possible après le début de la maladie, avec l'idée que plus on soigne tôt, plus on va être efficace. Prévention tertiaire, c'est limiter les conséquences de la maladie. C'est toute la question de la réhabilitation qui aujourd'hui est très très à la mode, mais ça n'est que la prévention tertiaire. Hein. Réhabilitation. Vous connaissez le DUP, c'est très amusant en français, Duration of Untreated Psychosis. Je parle mieux l'espagnol que l'anglais. Durée de l'évolution sans traitement. Le DUP, c'est vraiment l'objet numéro 1 des tenants du traitement précoce dans les évolutions menaçantes. Il faut réduire le DUP. Il semble démontrer que le plus grand risque d'évolution déficitaire se situe dans les 2 premières années de la maladie. Alors, ça, c'est un peu mystérieux. C'est un point un peu mystérieux. Il y a l'idée que si les 2 premières années d'évolution de la maladie sont 2 années qui ne donnent pas lieu à traitement, alors se constituerait un penchant à une évolution déficitaire qui ensuite serait peu influencé par le traitement le mieux conduit s'il commence 2 ans trop tard. Okay. C'est un peu l'idée. Autant dire que, en termes de santé publique, de santé mentale, de dispositifs psychiatriques, cette notion-là, si on y croit, il faut se déchaîner. Il faut se déchaîner. Et puis, il faut mettre en place des structures de prévention et des capacités de prévention qui, en France, existent un peu parce qu'il y a une pédopsychiatrie, mais il y a beaucoup de pays développés dans lesquels il n'y a pas de pédopsychiatrie publique. C'est le cas, par exemple, aux États-Unis. Aux États-Unis, il n'y a pas de pédopsychiatrie publique. Mais quand vous apprenez qu'un type de 19 ans vient d'acheter un fusil mitrailleur et est retourné dans le collège, etc., où il avait quitté 3 ans avant et a descendu 20 personnes, bon, crime inaugural dans la schizophrénie, peut-être. Et puis surtout, que si vous lisez les journaux d'à peu près, ou bien l'expertise psychiatrique qui est faite par les collègues ensuite, eh ben vous découvrez que quand il était collégien, il allait très, très mal. Très, très mal. Et que ça rencontrait indifférence, voire rejet de la part de la communauté scolaire, incompréhension de la part des parents, éventuellement être traité comme un bouc émissaire par les petits copains, et 3 ans après, on revient et on se forme. Bon. Grave. Voilà, donc il y a l'idée que les premières années de la maladie, elles ont des conséquences évolutives, sociales, etc. Les médicaments modernes sont mieux tolérés que les premiers traitements de la schizophrénie, leurs inconvénients sont moindres. Oui, alors bon, c'est partir du courage pour prescrire. Et ils sont plus efficaces sur les signes négatifs et le syndrome déficitaire. Un des freins à s'occuper le plus tôt possible des jeunes qui semblaient être menacés par la schizophrénie, c'était le fait que les premiers neuroleptiques étaient des médicaments qui comportaient des risques neurologiques, entre autres, hein, mais pas seulement, et qui étaient beaucoup moins bien tolérés que les médicaments qu'on utilise aujourd'hui. C'est un changement très important. C'est même difficile de se rendre compte à quel point c'est un changement important. Ah, une diapo en anglais, et pas en espagnol. Alors, donc, ici, vous avez une diapo qui n'est pas trop décoiffante encore. Vous avez en abscisse, enfin, sur l'axe horizontal, 0, 10, 20, 30, 40, 50,
voyez que vous avez une échelle qui est un peu comme un centimètre de couturière, c'est-à-dire il y a la même distance entre 0 et 10, entre 10 et 20, entre 20 et 30, entre 30 et 40, entre 40 et 50. Bon, ça facilite la lecture. En réalité, ce n'est pas sûr que ça soit très fondé. Early warning signs, la première colonne, jaune clair. Bon, ben, les clignotants, hein, les signes d'alarme, peut-être sont-ils passés inaperçus. Ensuite, vous voyez que commence autour de 12 ans, 13 ans, 14 ans, l'installation, onset installation de la psychose. Bon. Et puis, vous avez, à partir de 30-35 ans, la période où l'évolution de la psychose relève d'une forme de stabilisation de plus ou moins bonne qualité. Pourquoi un trait bleu et un trait rouge? Eh bien, tout le sel éventuel de l'intervention que j'ai fait ce soir consiste à penser que une early intervention, c'est-à-dire une intervention précoce, hein, qui relève des soins primaires parce qu'elle survient à un âge où le patient n'a pas eu encore de troubles psychiatriques. Donc, soins primaires, ça veut dire qu'il faut que le pédiatre, le généraliste, la PMI, peut-être pas la PMI, l'infirmière scolaire, se soit alarmé et déclencher un traitement qui permet une évolution en bleu. Vous voyez que l'évolution en bleu, elle est moins préoccupante que l'évolution en rouge, et en particulier, il n'y a pas eu la constitution de ce syndrome déficitaire. Donc voilà, si vous voulez, la diapo qui fait rêver d'intervention précoce et qui soulève ce challenge pour nos professions. C'est donc la question de la prévention secondaire, hein, c'est-à-dire comment mettre en place le plus vite possible un traitement. Donc, on cherche à réduire le temps d'évolution sans traitement, à favoriser l'engagement des jeunes patients dans un traitement. Ce n'est pas facile, ça demande une organisation spécifique. Ça, là-dessus, on a des trucs à apprendre. Les Australiens, bon, ils n'avaient pas de pédopsychiatrie. La psychiatrie, ça a commencé pour eux à 18 ans. Et puis, ils se sont intéressés au ultra haut risque de psychose. Ils se sont dit, on arrive après la bataille. Il faut qu'on soit là avant. Alors, ils ont eu une créativité sympathique. C'est-à-dire, ils se sont dit, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour être là où ça se passe autour des ados, des pré-ados de 14-15 ans, des ados de 16-17 ans, etc. Et ils ont déployé tout un maillage, si vous voulez, qui était un maillage tourné vers la prévention de l'installation de psychose. Et en particulier, ils se sont beaucoup préoccupés de s'appuyer sur les réseaux de sociabilité spontanée des préadolescents, adolescents et jeunes. Alors, ils se sont infiltrés, on pourrait dire, dans les collèges, dans les lycées, dans les clubs de sport. Ils ont formé à la symptomatologie alarmante des milliers de gens qui n'étaient pas infirmiers en psychiatrie, psychiatres, etc., des généralistes, des infirmières scolaires, etc. Et ils ont observé, vous voyez, que ça coûtait de l'argent, c'est vrai, mais ce coût économique, il était compensé par la réduction du nombre et de la durée des hospitalisations. Donc voilà, l'un dans l'autre, c'était faisable, c'était jouable. Avec aussi l'idée que pour ceux des jeunes qui, malgré leurs efforts, devenaient schizophrènes, c'était des schizophrènes qui étaient moins déficitaires que la moyenne des évolutions observées pour le traitement commencé plus tard. Et ça, c'est évidemment un point très important. Les principes thérapeutiques. Le traitement serait intensif et prolongé, 2 à 5 ans. Un suivi à distance
ne suffit pas. Des évaluations régulières sont utiles. S'il le faut, les soins à domicile sont utilisés. Oui, alors là-dessus, ils n'ont pas eu de scrupules. Des doses de médicaments inférieures à celles utilisées habituellement dans les psychoses chroniques sont préférables. Alors, sur ce point, il y aurait une discussion technique parce que les Américains, ils étaient plutôt partisans de traitement par les antidépresseurs, comme traitement initiaux. Dans les domaines de l'insertion professionnelle et de l'expression culturelle et artistique, le volontarisme est gagnant. Ça, on le sait en France. On le sait. Benjamin a travaillé dans le Nord, il connaît bien l'équipe de Roland et de Patrice Desmond. En matière d'insertion par les activités de type culturel et artistique, on peut aller très très loin avec les patients psychotiques. Dans le Val-de-Marne, il y a des expériences très convaincantes. C'est vraiment une question de volontarisme. Et puis pour le boulot, c'est pareil. C'est pareil. Si on mobilise des moyens pour accompagner au travail les patients, eh ben, ça marche assez bien. Le groupe, ou plutôt les petits groupes de congénères ou de patients sont utiles. Ouais. Les E-thérapies rendent des services. Bon, alors moi, j'ai une activité sans problème spécifiquement, mais mon intérêt pour les jeunes s'engageant dans des retraits, vous savez que les Japonais ont décrit les hikikomori. Mon intérêt pour ces jeunes, j'en ai eu plusieurs en traitement, me suggérait très fortement de mettre en place un groupe de E-thérapie. De leur proposer, à défaut qu'ils viennent consulter, etc., qu'ils aient des réunions en groupe, sous des formes évolutives. D'ailleurs, tout ça a été aujourd'hui bien décrit en français par des auteurs tout à fait convaincants. Donc, il y a des principes thérapeutiques. Évidemment, il faut une organisation spécifique des soins. Tout ça, c'est pour favoriser l'engagement dans les soins. Bon, ça, c'est un résumé de travaux anglo-saxons. À la lecture, pour un Français, ça peut sembler un peu béotien, un peu béaba, etc., etc. Mais enfin, ce n'est pas idiot quand même. Garantir la continuité des soins, d'accord. Adapter l'intervention au stade de conceptualisation du patient, on est obligé de toute façon. Explorer les expériences préalables de traitement, ça fait partie du boulot. Prendre le temps de comprendre la personne dans son ensemble sans se focaliser sur ses symptômes, c'est ce que les patients demandent. Identifier les priorités que le patient définit lui-même. Ça nous embête. Ça nous embête parce qu'on n'a pas les mêmes priorités, il faut être stratège après. S'intéresser au modèle explicatif du patient, même si ça paraît des fois bête. Soutenir l'optimisme réaliste. On voit, si vous voulez, que tout couvert de s'engager dans la lutte contre les débuts précoces de psychose, en fait, il y a une sorte de réinvention de la psychiatrie et d'un geste soignant. Ce qu'on voit, si vous voulez, c'est surtout qu'il y a une motivation derrière qui pousse les gens à inventer quelque chose d'assez souple. L'engagement est un processus progressif, il faut être persévérant. Ah ouais, se laisser toucher par l'histoire du patient. C'est sympa de dire ça. Oui, mais c'est nouveau. C'est-à-dire, dans la presse psychiatrique anglo-saxonne, il a fallu attendre l'idée de chercher à favoriser l'engagement des jeunes patients dans les traitements pour relire un truc comme ça qui était devenu quasiment un tabou depuis 30 ans. Quoi. Bon, donc, il y a une sorte de mobilisation subjective, sympathique. Il faut que je fasse, j'entends Xavier bailler, donc il faut que je fasse attention à l'heure. Alors, écoutez le patient, bon, ça vous décoiffe pas. Entendre sa conception de ce qui lui est arrivé. Alors, tout ça, c'est des trucs qu'on entend, par exemple, dans la bouche des patients et des associations de malades aujourd'hui. Hein. Ils réclament ça. Ça veut dire que c'est quand même pas, faut pas considérer que c'est un acquis définitif pour tous les patients et tous les psychiatres aujourd'hui en France. Hein.
Définir des objectifs qui lui conviennent. Ben oui, il y a beaucoup de patients qui demandent être entendus, etc. Ne pas remettre en question directement le déni. Non, si on est analyste, on se dit, bon, d'accord, est-ce qu'il y a besoin d'écrire ça? En fait, il y a besoin de l'écrire parce que tout le monde ne le sait pas. Explorer, chercher à comprendre le contenu du désir, vous voyez que d'une façon enfin, infiltrée en quelque sorte dans ce texte, il y a un certain nombre de trucs qui viennent de là. Vous voyez la façon dont un discours comme ça qui paraît un peu opératoire, pragmatique, prosaïco-pragmatique, etc. En réalité, si on fait attention à ce que ça dit, bon, ben, c'est évidemment inspiré par la psychanalyse. Accepter un insight partiel. Oui, ben, plutôt que de dire aux patients, vous ne comprenez rien, monsieur. Oui, sauf qu'il y a des patients qui s'entendent dire ça. C'est le problème. Le but est d'aider le patient à se trouver. Oui, alors là, vraiment, on n'est plus du tout dans la psychiatrie. Hein. On est vraiment dans un processus qui est à la fois psychologique et psychodynamique. Donc, à la faveur de cette mobilisation des psychiatres d'adultes auprès des jeunes qui sont menacés par une évolution psychotique, en réalité, il y a une réinvention ou une invention d'une psychiatrie qui leur faisait défaut, qui était la psychiatrie infanto-juvénile. Alors ici, il y a une diapo qui malheureusement, enfin je ne sais pas, si peut-être qu'elle apparaît suffisamment clairement. En gros, c'est le schéma qui est mis en œuvre à Lausanne par le professeur Conus et par son équipe. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une vraie stratégie. C'est-à-dire, bon, il y a la rencontre avec le jeune, mais il ne se décourage pas à la première difficulté. S'il y a des difficultés d'engagement de la part du jeune, eh ben, vous voyez qu'on passe dans le haut du tableau et on peut éventuellement mobiliser une équipe de soins intensifs à domicile et les soins vont se prolonger dans le milieu, avec évidemment une possibilité de retrouver la modalité de soins privilégiée, qui est celle dans laquelle le jeune s'engage dans les soins et, par exemple, consulte dans un CMP. Bon, donc là, vous avez comme ça une vision de la stratégie. Alors, problème, un diagnostic précoce, ça peut comporter des dangers. Hein. D'une part, on peut passer à côté du diagnostic, c'est le premier danger. J'évoquais tout à l'heure ces parents qui mettaient sur le point d'une consommation de chiche, le retrait tout à fait excessif de leur jeune. Bon, ça, c'est un premier danger. Mais surdiagnostiquer la psychose, c'est aussi prendre le risque de se tromper. Les statistiques qu'ont fait les collègues qui se sont lancés dans ces aventures-là leur ont montré que les signes d'alerte, les signes d'alarme, il est décidé à s'occuper d'un jeune. En réalité, quand on voyait ce qui se passait après, les jeunes, une fois sur 3, ils développaient des troubles de l'humeur, une fois sur 3, des troubles de la personnalité, et une fois sur 3, des troubles schizophréniques. Donc, il fallait peut-être pas se précipiter pour parler précocement de psychose. Bon. Et puis, vous êtes psychiatre ou travaillez en psychiatrie, vous connaissez la question de la prophétie autoréalisatrice. C'est-à-dire, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Donc, les travaux des Australiens ont constitué un progrès. Ils ont encouragé à traiter plus tôt les schizophrènes.
La notion de psychose émergente que proposent les cliniciens français, francophones, tient compte de la forte évolutivité des troubles dans la période 15-25 ans, de leur polymorphisme, des incertitudes diagnostiques, qui sont d'autant plus grandes que l'âge du diagnostic est précoce. Je vais vous montrer ensuite une série de diapos où vous verrez qu'on cherche à reculer l'âge auquel on repère 10 minutes. D'accord. On cherche à reculer l'âge du diagnostic. Ici, un schéma emprunté à McGorry. Donc, vous voyez qu'il y a 3 périodes, hein. Prémorbide, risque psychotique, installation du premier épisode, et puis psychose chronique. Donc, l'important, c'est en bas d'indiquer que la première manifestation pathologique, c'est l'existence de troubles cognitifs et pas de troubles cliniques, d'où l'importance de l'école. Ici, une autre diapo plus artistique et qui décrit la même chose, hein, c'est-à-dire à gauche, la première colonne, c'est des troubles cognitifs ou de la sociabilité. Hein, la sociabilité. Je vais revenir là-dessus parce que c'est très, très amusant. Ici, un schéma que connaissent ceux d'entre vous qui connaissent ces descriptions de l'étiologie de la schizophrénie comme étant une étiologie en 2 temps, c'est-à-dire un premier temps initial périnatal ou dans toute petite enfance, avec la constitution que Balint aurait appelé un défaut fondamental, c'est un défaut structural, disons, et puis le déclenchement dans un deuxième temps de la maladie, c'est ce qu'on appelle neurodéveloppement. Et là, par contre, là, je vous demande 2 secondes d'attention. Ce qui est intéressant dans cette diapo, c'est l'échelle de temps en bas qui attache, qui décrit de façon aussi détaillée ce qui se passe pendant les mois de la grossesse, que ce qui se passe pendant les 9 premiers mois, que ce qui se passe ensuite entre 15 et 70 ans. Vous voyez, vous avez 6 cm pour décrire la grossesse, 6 cm pour décrire les 10 premiers mois, et à droite, entre 15 et 70 ans, il y a aussi 6 cm. Ça veut dire que pour l'évolution de la maladie, ce qui se passe, ça se passe très bien. Et ça prête à réfléchir, et c'est très stimulant comme représentation. Voilà. Alors, maintenant, la fin. Donc, bon. C'est la question de la prévention primaire. Elle impliquerait un ensemble très varié d'acteurs, médecine scolaire, enseignants, généralistes, suppose des progrès dans la conscience populaire en matière de psychopathologie. La formation premier secours en santé mentale, par exemple, c'est une bonne idée par rapport à ça. Il faudrait que les surveillants de cours de récréation la fassent. Suite. Les cogniticiens, merci les psychologues, les cogniticiens décrivent 2 processus de socialisation successifs chez les enfants. Ce n'est pas du Piaget, c'est plus récent, ce n'est pas français comme travaux, mais c'est très intéressant. Socialisation primaire, qui développe dans l'enfance, par imitation à jonction, dis bonjour à la dame, lève la main avant de prendre la parole, ne parle pas à la bouche pleine, dis pardon à ton camarade. C'est explicite et l'acquisition est relativement facile. Oui, mais l'étape suivante, c'est la socialisation secondaire. Et celle-là, elle se développe à partir, disons, de la puberté, surtout au cours de l'adolescence. Elle se prépare dans l'enfance. C'est par immersion dans le groupe. Elle est implicite. Il n'y a pas de manuel. Elle repose sur l'interprétation de signes non-verbaux, de signes subtils qui permettent d'interpréter les relations sociales, sourire en coin, regard qui se détourne, modulation affective de la parole. Elle demande un décodage du second degré, ce qu'on appelle le second degré. Son acquisition est plus difficile et souvent, dans les antécédents d'une schizophrène,
on observe qu'ils ont achoppé au moment de développer cette socialisation secondaire. Donc, je propose une hypothèse, enfin, terminée. La schizophrénie, maladie infantile de l'autonomie-liberté. Je m'explique. Si vous observez de quoi est faite la vie d'un enfant, c'est une vie assez encadrée. Un enfant, non, attends, je vais me rendre en place. Un enfant, entre la famille et l'école, évolue dans des milieux, on pourrait, au bas mot qualifié d'autoritaire, voire de totalitaire, disons autoritaire, un milieu autoritaire. Quels sont ces espaces de liberté? Il y en a en gros 3. Vous me direz. Il y a la récréation, il y a le trajet entre l'école et le domicile, il y a éventuellement inviter des copains à la maison. Si vous vous intéressez à l'enfance de vos patients schizophrènes, vous leur posez la question comme je l'ai fait, quelques dizaines d'entre eux, vous êtes sciés. Vous êtes sciés. Le nombre d'entre eux qui n'ont jamais invité un copain à la maison. Le nombre d'entre eux qui venaient comme des flèches de l'école à chez eux et faisaient pas, je te raccompagne jusqu'à chez toi, tu me raccompagnes jusqu'à chez moi, on passe chez les bons, etc. Et en récréation, qui donnent des récits pathétiques de leur isolement, de leur tristesse, qui parfois alarment les surveillants de cours de récréation, qui n'en font rien. Bon, si j'étais ministre de la Santé, je forme les surveillants de cours de récréation à détecter la récréation, cauchemar des enfants trop sages, et voilà, je m'arrête. Si tu veux. Mais bon, on va devoir manœuvrer sans... Je fais un plan séquence de Poly. On remet, est-ce que c'est assez clair le micro ou pas pour les gens qui nous... Je vais vous parler bien fort. On a la voix qui porte, non? Mais peut-être les orateurs, oui, mais ceux qui vont vous proposer des questions. Oui, mais alors malheureusement, pour la salle, on a... Ah, si, peut-être que le micro marche, du coup. Celui qui est dans la boîte. Là. Dans la boîte. Ça marche. Celle-là, oui, celle de droite. Il faut appuyer sur le bouton. Il faut appuyer, mais il faut du coup remettre l'enceinte en route. Non, ça ne marche pas. Essayez de parler. Enfin, nous, ça va marcher. Nous, ça marche, mais ça sera pour la salle que ce sera difficile. Oui, ben, il faudra parler. Il viendront jusqu'au micro. Il ne marche pas. Bon. Mais le moins fort. Enfin. Il marche pas. Bon, alors. Comme ça, on est tranquille. Il marche très près de l'enceinte. Quand il peut faire un Larsen, il marche. Bon. Merci Bernard. C'était vraiment de l'épistémologie. C'est-à-dire que. Non, mais c'est-à-dire que. Hein, c'est sympa parce que. Non, mais si. Je reconnais que par moment, je me suis dit, tiens. Alors, au début, aucun doute. Ce schéma en atteste. C'est l'épistémologie fondamentale, comme tu l'as dit. Au cœur du propos, je reconnais que je me suis dit. Voilà de la clinique psychiatrique. Et en fait, elle venait nourrir ce qui a été une conclusion, à mon avis, très épistémologique et ce qui donne une compréhension globalement tout à fait épistémologique de ce que tu nous as apporté là. C'est-à-dire, au fond, qui est une question moi, qui m'occupe pas mal, c'est comment on constitue le savoir psychiatrique. Tu nous as fait une démonstration, un exemple, voilà, sur un cas épistémologique, le cas de la psychose émergente,
Et on a pu voir que tu as au moins 2 reprises, une fois longuement avec la psychose émergente et une fois plus brièvement avec l'invention, la ponte, comme tu disais, de la schizophrénie. L'industrialisation produit l'objet schizophrénie et l'invention de l'objet psychose émergente permet une démonstration de ce que c'est en fait, de ton hypothèse de ce qu'est le savoir psychiatrique, c'est-à-dire quelque chose qui se constituerait à mesure des considérations politiques, sociales, économiques. Et ça bat en brèche l'idée qu'il y aurait une espèce de psychiatrie naturelle qui resterait à découvrir, sur laquelle il resterait à jeter une lumière, une psychiatrie qui serait quelque part dans le réel et qu'on découvrirait à mesure. Toi, tu décris que la psychiatrie est une construction contextuelle, une espèce de notre nosographie serait une espèce de compromis de qualification, une espèce de voilà. Et ce que j'ai trouvé réjouissant, cette affaire, bon, on est ici à la SM13, on est pour beaucoup intéressés à la question de la psychanalyse. Et c'est vrai que au début, on se dit que cette psychiatrie qui se constitue, je dirais, d'une manière un peu presque opportuniste, en fonction des considérations économiques, sociales et politiques, comme je l'ai dit, et ben, si elle est vraiment opportuniste et si elle veut vraiment essayer de bien faire et de faire des économies, hein, si c'est vraiment quelque chose qui est important pour elle, à un moment, elle reconvoque quand même la psychanalyse. Récemment, c'est quand même des... Bon, je vois des yeux étonnés là, mais Bernard l'a dit. Hein, voilà, Bernard l'a dit. Et est-ce que... C'est-à-dire que peut-être que dans les lieux où on pense les rapports des questions diagnostiques et des questions de santé publique, on s'est peut-être que c'est presque une question, rendu compte qu'il fallait reconvoquer certains des concepts de la psychanalyse que ton schéma nous montre comme constitutives de la psychiatrie. Question. Oui, c'est-à-dire que la psychanalyse, elle est très rusée, parce qu'elle est convoquée, mais par des gens qui ne le disent pas. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Elle réclame d'être reconnue dans sa créativité, etc. Ou bien qu'elle occupe cette position un peu latérale. Mais il ne faut pas être dupe de l'influence occulte, puisqu'il est interdit de se référer à la psychanalyse, l'influence occulte qu'elle exerce sur la marge des idées et des pratiques psychiatriques. Benjamin parlait des concepts psychanalytiques. On voit bien qu'il ne s'agit pas des concepts psychanalytiques. Il y a les concepts du transfert, du clivage, de la forclusion, tout ça est complètement absent de la pensée. Se laisser toucher par... Se laisser toucher, mais j'ai une remarque quand même, parce que Nicolas Henkes, qui a fait aussi des études sur la psychose émergente, disait que justement, depuis le début des années 90, il y avait un retour, avec cet intérêt pour ces études des psychoses émergentes, un retour vers la clinique. Que finalement, ce n'était pas des questions épidémiologiques ou des questions génétiques qui avaient été convoquées pour travailler ça, mais plutôt effectivement un approfondissement de la question clinique. Et il me semble que dans ton topo, quand même, tu as oublié une diapositive, qui était justement la liste peut-être de ces signes qui permettent d'évoquer un peu plus précisément qu'est-ce qui fait évoquer une psychose émergente. Il faut former les gens, mais à quoi? On a l'impression qu'effectivement, c'est une liste de signes à la DSM, mais qu'il n'y a pas du tout d'abord de la psychopathologie, au sens où quelque chose qui serait articulé dans un vécu un peu plus complexe. Tu parlais de cette question, par exemple, du désir incestueux. Peut-être que ça, quand même, ça mobilise autre chose que de dire c'est une idée bizarre parce qu'il désire sa mère. Enfin, peut-être que ça fait appel à d'autres conceptions, quand même, d'autres réflexions, d'autres cheminements. Et on a l'impression quand même que c'est un retour à la clinique et qui reste très superficiel et qu'il n'y a pas, du tout d'abord cette question de la psychopathologie qui manque quand même cruellement.
C'est un peu une question de point de vue, c'est-à-dire, moi je trouve que c'est difficile de mesurer l'influence de la psychopathologie psychanalytique dans une société comme la nôtre. C'est difficile parce que à la fois le succès de la série Hypnothérapie qui manifeste massivement l'intérêt des gens pour des histoires qui sont très très proches de la clinique psychanalytique, et c'est un intérêt massif, ça passe dans les chaînes d'audience, etc. Bon. Et puis, tu as en même temps une sorte de pruderie, de pusillanimité conceptuelle qui fait que tu ne peux pas t'autoriser la psychanalyse pour dire un certain nombre de choses. Mais il me semble que dans certains des diapos que je vais montrer, ce qui était invoqué, c'était très clairement des choses qui relevaient des leçons de la psychanalyse. Si tu veux, je crois que la psychanalyse a pénétré de façon tellement capillaire la culture, les esprits, etc., que je ne dis pas qu'elle avance masquée, mais que son héritage, ses leçons, Pas son contrebande. Peut-être, oui, peut-être pas sans contrebande. Comme ça. Xavier, pour une maison. Moi, j'ai une question qui n'a rien à voir avec ça. Quand tu présentais tout à l'heure les études de prévention australiennes, tu disais si on traite les gens plus tôt, ça fera moins d'hospitalisation, et c'est ce qu'ils ont réussi à montrer, etc. Et la question économique, pour motiver les politiques de prévention en santé mentale, est-ce que toi, tu y crois encore? Moi, j'ai l'impression que l'espèce d'argument économique, d'une part, parce que il y a des échelles, si tu veux, si c'est effectivement massif, par exemple, d'un côté ou de l'autre, là où il n'y en a pas du tout, là où il y en a beaucoup, c'est-à-dire beaucoup d'actions de prévention en santé mentale ou pas du tout, où là, on voit peut-être des différences in fine sur la consommation de soins ou que c'est. Moi, j'ai l'impression que c'est une idée qui commence à faire date. C'est-à-dire qu'on commence, mais c'est une question que je te pose parce que tu as probablement plus d'expérience que moi de discussion dans le syndicat ou à travers certaines auditions que tu as pu faire. Moi, j'ai l'impression que cette question économique, elle est vaine. C'est-à-dire, c'est des choix de société et qu'on ne peut pas attendre de résultats autres qu'une meilleure qualité de vie, si tant est qu'on mesure d'autres indices que, effectivement, le nombre d'hospitalisations, la consommation de psychotropes ou les autres arguments économiques vont être aussi les arrêts de travail, enfin, voilà, ce genre d'indicateurs macroéconomiques. Enfin, j'ai quand même l'impression, si tu veux, que c'est la seule motivation pour faire de la prévention en santé mentale et que si nos politiques baissent un peu les bras, c'est aussi parce qu'on leur avait vendu le secteur comme une grande politique massive de prévention. Et moi, je me souviens d'articles du colloque de 72 c'est une chose que j'ai relu de l'article. Il y en a un il y a plusieurs articles sur la prévention où ils disent l'idée, c'est qu'il n'y ait plus de schizophrène. L'idée, c'est qu'à terme, vu qu'on va soigner les parents et les enfants, on va finir par éradiquer la maladie mentale. Il y a quand même eu, à un moment, une promesse, et on a l'impression que le désintérêt des politiciens vient aussi du fait que on fait pas forcément, on est loin de faire des économies. Plus on fait de santé mentale, plus on fait autre chose, quoi. On change la culture d'une société. C'est pas nécessairement des économies, quoi. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un changement là-dessus ou on reste sur les mêmes C'est une question assez difficile parce que c'est vrai qu'il y a eu une longue période, il y a duré facilement 20 ans, pendant laquelle, où je sois, expliqué que pour avoir 10 lits de moins, il fallait s'occuper de 100 patients de plus. C'est-à-dire, pour avoir des effets de prévention secondaires, permettre de moins hospitaliser, il fallait s'occuper de beaucoup plus de patients. Ça, c'était un argument qui payait tant qu'on pouvait réduire les lits.
Et là, maintenant, on arrive à une asymptote. Donc, c'est plus ça qu'on peut remettre dans les vies. On est vraiment arrivé à ce point radibus. Et quand on supprime les lits dans le service public, on observe qu'ils sont créés dans le privé. Donc, on est arrivé à plancher, quoi. Donc, c'est plus cet argument économique qui doit fonctionner. Je suis assez d'accord avec toi. Et il a fonctionné un temps, je veux dire, avec pertinence. Ah ouais. Un des joueurs dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est les labos pharmaceutiques qui, on peut se voiler la face, mais directement ou indirectement, ils sont des stratégies de positionnement marketing qui sont très puissantes et qui, bien sûr, si on traite précocement 1 an, 2 ans ou 6 mois, eh ben, ça fait tout ça de plus de vendu et ça se compte en millions, voire milliards de dollars. Et je pense que c'est quand même intéressant, enfin, ce serait intéressant de voir l'histoire des médicaments et du marketing sur la façon dont on a appréhendé toutes ces histoires de pré-psychose et peut-être au moment où les médicaments vont devenir génériques, c'est-à-dire moins de gains, moins de marketing, plus que des intérêts pour cette... Et je pense que c'est intéressant, enfin, je veux dire, c'est pas du tout pour montrer du doigt les pharma ou autres, que j'apprécie beaucoup pour les médicaments qu'ils nous ont procurés, mais je pense que ça fait partie du puzzle et que ça a une certaine dynamique dans l'histoire de ces pré-psychoses aussi. Oui. Très clairement, les laboratoires pharmaceutiques promouvaient la prescription d'antipsychotiques avec un dessin qui était affreusement convaincant, dans lequel c'est un graphique où il y avait une ligne par patient, et puis au milieu, il y avait un trait qui dessinait le moment à partir duquel il recevait des médicaments. Et donc, à gauche, il y avait un pointillé noir assez épais avec beaucoup de noir. C'était les hospitalisations des patients. Et puis, à partir du moment où ils recevaient des médicaments, le fait qu'ils étaient hospitalisés 10 fois moins. Et c'est si cher l'hospitalisation qu'effectivement, les labos pouvaient se dire le convaincant, moins cher que l'hospitalisation. Ça c'est clair, oui. Oui, bien sûr, les labos étaient très motivés. Aujourd'hui, cette question-là, en France, alors j'ai eu d'ailleurs à me prononcer là-dessus, c'est pas inintéressant, cette question-là se pose à propos de la Ritaline pour les enfants. Il y a une augmentation anormale de la prescription de Ritaline en dehors de tout cadre nosographique, en dehors des cadres du balisage qu'a opéré l'HAS. En particulier, la Ritaline est rarement prescrite seule, alors que ça fait partie des recommandations de l'HAS. Et la Ritaline est prescrite sans référence précise à un diagnostic. Donc, et les chiffres montrent une augmentation de la prescription et de la consommation de Ritaline. Il y a des modèles économiques qui s'appuient là-dessus en disant qu'un enfant qui passe une classe de plus ou qui obtient un diplôme, dans le futur, pourra payer plus d'impôts, etc. Franchement, c'est très bizarre. Si vous vous intéressez à cette question, il faut que vous fréquentiez le site Transparence Santé. Vous connaissez ça? Sur Transparence Santé, les labos sont obligés de déclarer le fruit qu'ils donnent aux collègues. Oui, bien sûr. Et donc, un jour, j'étais convoqué à l'HAS pour un groupe de travail sur la Ritaline. Je ne les connaissais pas, il y avait 4 autres collègues. Bon, je suis allé sur Transparence Santé et j'ai regardé combien ils avaient touché les labos. J'étais vraiment un pauvre type, j'étais le seul à n'avoir rien touché. Je me disais, c'est bizarre, pourquoi la HAS alors? Ouais. Est-ce que ça veut dire, alors, je vais rebondir sur cette question, est-ce que ça veut dire que on peut imaginer que comme la Ritaline est prescrite hors cadre, est-ce qu'on peut imaginer que le cadre s'adapte et qu'on fasse, on fasse des cadres nosographiques différents pour pouvoir intégrer cet usage qui convient peut-être, qui doit bien convenir quelque part, puisque
puisqu'il existe. Enfin, tu sais que tu vas peut-être avoir à me prescrire, hein, parce que les adultes, maintenant, ils Ils en demandent, regardent ouais. Mais je ne sais pas faire, je dis. C'est vrai. Mais il y en a plein. Là aussi, on peut un peu convoquer la sociologie. C'est un master que nous connaissons. Ils ont fait une étude sur l'enfant agité, sur un certain nombre de CFP, où, dans mon souvenir, la question sociale, classe sociale d'appartenance, le type d'interlocuteur rencontré change drastiquement les quantités de prescription. Classe sociale élevée, beaucoup plus recours aux professionnels libéraux, ils sont beaucoup plus prescripteurs de Ritalin en Ile-de-France. Classe sociale élevée, collège privé, Ritalin, et on suit les Américains, hein, parce que la prescription de Ritalin aux États-Unis, 10%. vous parlez du fait qu'il n'y a pas beaucoup de pédopsie, mais par contre, des médicaments pour enfants présentant soi-disant des troubles, et quand même la Ritalin, c'est un excitant. Enfin, C'est une amphétamine. Ce serait intéressant de voir s'il en est du devenir des enfants sous Ritalin au moment de l'adolescence. Enfin, quid de psychose et Ritalin, quoi. Ou toxicomanie, plus le problème des opiacés. Nicolas Dissès avait une question. Une question pour interroger Bernard pour rester aux États-Unis sur la question de ces psychoses émergentes-là. Est-ce qu'elle ne préfigure pas quelque chose qui est qui a le vent en poupe aux États-Unis, en tout cas dans le financement de la recherche aux États-Unis? Mais alors là, ça va pas dans le sens qu'on a indiqué du côté de l'influence occulte de la psychanalyse, mais de toute autre chose, qui est le fait que pour la détection, la prévention, c'est pas quel terme employé, de troubles très précoces, ce sur quoi on se baserait, ce serait plus une clinique, plus même du DSM, mais sur ce que tout le monde appelle là aujourd'hui les data, les données recueillies donc par des moyens divers, comme chacun sait, nos téléphones et nos outils modernes, mais aussi des histoires de neuroimagerie, et qui permettraient de détecter ces hypothèses que c'est en tout cas la recherche américaine, puisqu'il semble que tous les financements abandonnent la question de la clinique au profit de ces data, où là, on détecterait de façon très précoce les troubles. Alors là, pour le coup, sans aucune demande de personne. Est-ce qu'on est dans une étape intermédiaire avec ce Bernard, ce que nous avons dit aujourd'hui? Ouais. C'est compliqué parce que même les data, elles recueillent de la clinique, elles le disent ou non. Moi, j'ai un patient qui a fait une embolie pulmonaire après avoir passé 6 mois dans son lit à la fin de ses études supérieures. C'est sûr que s'il avait eu une montre connectée, on aurait pu établir qu'il n'avait pas bougé pendant 6 mois et que c'était très alarmant et qu'il fallait lui donner des médicaments. Et ce n'était pas idiot. Donc, si tu veux, il faut voir le détail. Faut voir le détail. Quand il s'agit... Alors, par contre, j'ai lu des trucs qui m'ont fait hérisser les cheveux. C'est quand tu lis qu'un bilan biologique détaillé permettrait, après traitement type intelligence artificielle, de constituer des groupes à risque pour l'évolution de la schizophrénie. J'ai lu ça. Bon, là, ça paraît plus tiré par les cheveux. Puis, en réalité, je demande à voir scientifiquement, si tu veux, parce que je n'y crois pas beaucoup. Le grand détachement, c'est la question de la plainte et de la demande initiale. Là, il n'y a plus de plainte et de demande. Des data, tout le monde en a, on peut les examiner, c'est tout le monde. Il n'y a pas la demande initiale, c'est quand même le point de départ, la démarche analytique. Oui, enfin, non, je ne me souviens pas si c'était là où je racontais ça, mais les gamins qui, en récréation, vivent un cauchemar. Bon. Ils ne demandent rien. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des adultes qui ne soient pas dans l'indifférence et le rejet et qui leur tendent la main. Au début, il peut ne pas y avoir de demande, mais j'ai un patient en traitement par le psychodrame là, depuis 10 ans, celui qui a fait une embolie pulmonaire à 25 ans. Ce patient-là, c'est après 10 ans de thérapie, à 38 ans,
il raconte enfin qu'en récréation, quand il avait 6 ans, une institut lui a demandé « Mais qu'est-ce que tu fais tout seul dans ton coin ?» Il n'avait rien su dire. C'est 32 ans après qu'il peut le raconter comme quelque chose de significatif. On ne va pas attendre qu'il demande. Il faut qu'un gamin de 6 ans qui se morfond en récré, on aille vers lui, qu'on le tende la main. Ce que ça m'évoque comme autre effet, ce que tu disais de l'accumulation des données, c'est que finalement, ça vient de m'apparaître là, mais on va pouvoir se passer de nosographie. Parce que finalement, une nosographie, c'est un outil d'analyse des données cliniques, on pourrait voir ça un petit peu comme ça, mais avec les algorithmes et avec l'intelligence artificielle, qui ne doit pas être bien compliqué pour en plus, on n'attend pas une intelligence artificielle particulièrement compliquée pour savoir quoi proposer en base de certaines données. Certaines données. Non, si tu lis les travaux de Marie-Odile Krebs, par exemple, c'est presque imbitable, tellement elle brasse des quantités de données très importantes. Tu n'as aucune chance de pénétrer les algorithmes qui combinent les données entre elles, dont elle extrait des groupes, qui seraient des groupes, etc. Non, c'est très obscur. On pourrait arriver à se passer de nosographie finalement. C'est déjà l'ambition du DSM de faire des études épidémiologiques, justement, et par argument de fréquence, d'ordonner les tableaux nosographiques et plus basés sur la clinique classique. Hein. C'est déjà le cas pour le DSM. Mais tu as beaucoup parlé de la schizophrénie. Et aujourd'hui, quand même, il n'y a plus beaucoup de recherches sur les schizophrènes. Il y a un peu d'études génétiques, mais il y a très peu d'études cliniques. Ah non, c'est vrai. Non, est-ce que tout ce dont tu as parlé, quand même, ça ne se produit pas déjà avec la grande question de l'autisme? Est-ce que le développement de l'autodiagnostic, ou des parents qui commencent à regarder le comportement de leurs enfants et à trouver des signes inquiétants, est-ce que ça c'est pas déjà présent à travers cette interrogation pour l'autisme qui a aujourd'hui pris une ampleur beaucoup plus grande et qui est presque une maladie socialement mieux reçue que celle de schizophrénie, qui est encore oui, d'ailleurs, je connais des patients schizophrènes qui se revendiquent Asperger. Voilà. Et ça, du coup, c'est présentable parce que tu as bien la notion de haut potentiel, c'est flatteur. Il y a une demande en pédopsychiatrie, justement, pour les psychiatres, pour reconnaître, pour faire le diagnostic d'autisme, qui sont amenés par les parents, avec des inquiétudes, mais ils ont déjà une sensibilisation très grande aux signes, justement, de retrait, d'indifférence, de manie à certaines choses. Enfin, il y a déjà l'impression que dans une culture psychiatrique. Tant mieux, moi, je trouve. Tant mieux. Après, il ne faut pas qu'ils tombent sur des pingouins, c'est-à-dire, il faut une certaine adresse, il faut. Le patient qui reste sans bouger dans sa chambre, Marcel Proust, qu'est-ce qu'aurait dit sa montre connectée? Donc, il était un grand malade qui bouger son stylo et jamais sortir de sa chambre. Il faisait venir l'Équateur pour jouer dans sa chambre parce qu'il ne voulait même pas aller au concert. Bon, à la fin. Oui, non, mais qu'il restait aussi de la singularité, c'est-à-dire effectivement, est-ce que. Non, mais bon, il n'a pas fait d'embolie pulmonaire. Mais c'est pas soigné. Ouais. C'est sûr. Voilà. Il a été marcher, ça. Non, mais par exemple, c'est sûr que la schizoïdie et l'introversion, c'était très important. Les études qui ont montré que les schizoïdes ne devenaient pas schizophrènes en général. Ils restaient introvertis. J'ai eu un copain qui a fait sa thèse, qui était introverti de schizoïdie, et qui a fait sa thèse sur la schizoïdie. Et les membres du jury lui ont dit, mais vous avez fait une thèse sur vous. Et il le savait un peu, quoi, si tu veux. Non, ça, c'est pas le plus compliqué. C'est pas le plus compliqué. Non, pour revenir à la question que pose Xavier, moi, je crois que une étape délicate à franchir dans l'avenir, ça sera l'étape qui comment dire,
qui constituera la destructivité comme un enjeu pour, à la fois pour la société et pour les traitements psychiatriques. C'est-à-dire, si tu veux, pour le moment, il n'y a pas de raccord entre, tu lis dans le journal qu'un type a étranglé sa mère et l'a découpé en petits morceaux et l'a foutu dans le coffre de sa voiture et s'est fait prendre. S'est fait prendre, il a fouillé, etc. Il n'y a pas de rapport entre ça et puis la manif des pédopsychiatres disant on n'a plus de moyens, etc. Alors que bon, je dirais même là, par rapport à ça, justement, les séminaires et la psychiatrie, schizophrénie, il y a un mouvement un petit peu inverse dans la société qui fait que l'attention donnée aux victimes fait que dès qu'il est question d'un crime comme ça, pourrait être dû à une schizophrénie, par exemple, à une psychose, on s'élève contre cette hypothèse parce que ça voudrait dire blanchir, enfin, ne pas aller aux assises, ne pas… Oui. Voilà. Donc, je sais bien, mais ça peut changer. Oui. Pendant que la caméra revient, on m'indique qu'il y a des questions sur Zoom. Je vais demander s'il y a des questions. Alors, d'accord. Je vais demander s'il y a des questions sur Zoom, effectivement. Y en a-t-il? Non, mais il n'est pas Jean-Luc Godard qui veut. Oui, il y en a ou pas? Parce que, non. Quand on lit le détail des meurtres de masse qui sont commis aux États-Unis, parce que des fusillades réalisées par des types qui ont entre 15 et 25 ans, aux États-Unis, il y en a 2000 par an. Il y en a 2000 par an. Pas faire le lien entre ça et le fait qu'il n'y ait aucun soin de pédopsychiatrie organisé. Alors, ça veut dire quoi? Pas faire le lien. Pourquoi ils ne font pas le lien, les Américains? Ils sont cons. C'est un peu court, jeune homme. Pourquoi ils ne font pas le lien, les Américains? C'est des sauvages. C'est des sauvages. C'est plutôt ça la question, c'est l'effort de civilisation dont on parle là, c'est-à-dire déjà l'irresponsabilité pénale avant de pouvoir discuter effectivement des questions de prévention. Si déjà l'irresponsabilité pénale est discutée, il n'y a pas de question de prévention. On n'est pas dans le champ de la culture, on n'est pas dans le champ de la santé, encore moins. On est encore dans la vengeance, la violence. On a vu récemment un animateur qui dit la peine capitale suite à un fait divers, à une heure devant l'écoute. On en est là, et puis il n'y a aucune critique des politiques, aucune reprise de ça. On est plutôt, effectivement, tu as raison, je pense que je suis tout à fait d'accord avec ton hypothèse qu'on ne se préoccupe pas dans une société où il y a des meurtres de masse depuis combien 30 ans, qu'on ne se préoccupe pas de la question de la prévention parce qu'il n'y a pas cette question de la civilisation globale à apporter aux idées qui faillent effectivement modifier en profondeur l'appréhension de l'enfance à travers ce que tu montres bien dans la recherche australienne, quelque chose d'assez civilisé, parce qu'il y a un dialogue entre sciences sociales, effectivement, hypothèses neurodéveloppementales et cliniques de psychiatrique plus classique. Donc, il n'y a pas cette civilisation-là, et qu'effectivement, on est quand même dans quelque chose de beaucoup plus dangereux, quoi. Ah oui. Les criminels sont des criminels, donc il faut les descendre, donc les armes circulent, donc les criminels ont des armes pour être des criminels. En plus. Il y a un truc. Les Australiens, c'est quand même un grand souci économique. Ils l'ont fait pour toutes les maladies, puisqu'ils l'ont fait pour le dépistage cardiovasculaire. En fait, ils ont formé, comme c'est immense et comme il y a très peu de relais de santé, ils ont formé des équipes, ce que vous disiez, non spécialisées, dans les points les plus reculés pour détecter, mais pour à peu près tous les troubles de santé.
C'était des groupes pragmatique. de pairs et des groupes Ils ont fait un maillage de la population, qui est, enfin, un maillage du territoire qui est intéressant. C'est des données que vous avez par quel canal, ça? Moi, je les ai eues à la MGEN quand j'étais. Ils ont employé d'ailleurs quelqu'un qui a travaillé pour l'État australien. C'est intéressant parce que ça fait penser. Pardon? C'est intéressant parce que ça fait penser que c'est quand il y a une espèce de pression Oui. technique, Oui. qu'il faut avoir recours au pragmatisme, qu'on revient à des choses qui nous paraissent. Il l'avait présenté à la direction de la MGEN, mais pour l'ensemble de la prévention, enfin, c'était dans l'idée de réfléchir à un mode de travail comme ça pour la mutuelle. Oui, dans cette idée-là, il y a une opportunité en France, c'est la notion de responsabilité populationnelle. La FHF s'est tiré la collaboration d'un type qui s'appelle Malone, Antoine Malone, qui est québécois et qui a fait des études de ce qu'il appelle de stratification des clientèles pour voir si le système de santé ne gagnait pas à hiérarchiser à la fois la sévérité des situations de santé dans une population et à mobiliser en regard de ces populations les moyens adéquats, avec un accent mis sur le fait que, contrairement aux médecins qui ont tendance spontanément ensemble à s'intéresser aux cas les plus graves, pour se réunir gravement et discuter, etc., expliquer que, en fait, c'était pour les cas les moins graves que la concertation était la plus efficace et la plus opératoire, et qu'elle s'organisait le moins souvent. Donc ça c'est un renversement de perspective très intéressant qu'on pourrait essayer de mobiliser au profit de ce secteur. C'est-à-dire, bon, on a 4000 têtes de patients en traitement. Ne parlons pas seulement des 12 lits, des pavillons fermés, etc., mais une sorte de renversement des valeurs. Est-ce qu'il n'y avait pas de questions sur le monde? Et non, les gens sont très contents. À mon avis, il n'y en aura pas. Hein. Il y a dû y avoir des témoignages. La sociologue, c'est Aude Béliard, et l'enquête, c'était Sage, l'enquête Sage, sur les enfants agités. J'ai une petite question. Rennes. Sur la diapo, sur les écueils du diagnostic de psychose émergente, avec d'un côté les signes précoces qu'on ne voit pas, et de l'autre le diagnostic trop précoce. Bon, d'abord, je trouve que ces deux écueils qui ne sont pas au même niveau, parce que de l'un côté, on a des signes, de l'autre côté, on a un diagnostic. Et au fond, pour traiter les situations, peut-être que dans un premier temps, on peut faire l'économie du diagnostic. Je veux dire, quelqu'un, enfin, un jeune qui présente des signes qui peut-être sont le précurseur de la schizophrénie, mais peut-être pas, selon que c'est peut-être oui ou peut-être non, est-ce qu'on le traite de manière différente? Il me semble que non. Ah, c'est différent. Différente en fonction de l'allure symptomatique. Oui, mais je parle justement du moment où la question de l'évolution est encore confuse. Et alors, je dis ça parce que non, mais c'est vrai que c'est très intéressant, ça, comme question. Ce qu'il a observé, c'est que, quel que soit le profil symptomatique des enfants qui sont détectés plus en traitement, dans tous les cas, ça améliore l'évolution. Bien sûr. On s'occupe d'eux, quoi. Ouais. On simplifie à l'extrême. Oui, donc au fond, le véritable écueil, c'est plutôt de ne pas voir les signes. Plutôt, enfin, le véritable danger. La question d'un diagnostic qui deviendrait une prophétie autoréalisatrice, c'est une autre affaire. Et en plus, ça indique que
la question du diagnostic, elle est utile dans certaines situations, mais finalement... Si on fait le diagnostic d'un enfant à risque et qu'il est pris en charge, oui, et que ça lui fait, enfin, lui, sa famille éventuellement, qu'on voit que des difficultés relationnelles, etc., ça n'implique pas obligatoirement qu'il faut le mettre sous un traitement spécifique de troubles psychotiques. Il n'y a pas de symptômes. Pour moi, les médicaments dans la psychose, ça sert à améliorer, voire éradiquer les symptômes. Oui, c'est pas bien sûr. Oui, je suis bien d'accord. Bon. Donc, ce serait quand même un risque de traiter tout le monde très jeune sous prétexte que entre un schizoïde et un futur névrosé obsessionnel, machin, et après tout, ça se ressemble et tout ça, vous voyez? Oui. C'est comme l'enfant un peu agité, un peu machin, qu'on met sous Ritaline, et puis après, 5 ans après, on va le retrouver. Voilà. En revanche, un épisode délirant, même pas précurseur d'une entrée dans la schizophrénie, si on le laisse, si on laisse la maille filer, c'est quand même ça. Comme en médecine en général. Les symptômes. Mais pour compliquer les choses, les études de masse, enfin de préception de masse chez les enfants dépistés, etc., ont conduit les Américains à conclure à la supériorité des antidépresseurs en première intention. C'est dingue, y compris dans les histoires. Donc, c'est le diagnostic qui est bon. C'est le diagnostic. À moins que votre certitude que les traitements sont symptomatiques soit pas bonne. C'est l'inverse. Peut-être que le traitement. Là, on parle de traitement étiologique. Il y a un vrai enjeu sur la question de l'épreuve thérapeutique. Aux antipsychotiques, il y a un truc auquel on croit beaucoup, par quand même, je ne sais pas si c'est métaphysique, mais il y a une espèce de mysticisme quand même. De l'hypothèse dopaminergique, qui est quand même quelque chose auquel, a priori, est fausse, l'hypothèse dopaminergique de la schizophrénie, mais quand même. Et sérotoninergique de la dépression. C'est ça, celle-là, clairement. Qui, quand même, est venu taper, est venu nous exciter de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il puisse y avoir des traitements d'épreuve qu'en mettant un antipsychotique, qu'on puisse savoir si ça marche, si le patient avait finalement la maladie alors qu'on n'arrivait pas à faire le diagnostic clinique. Ça, probablement que cette question-là, c'est pas rationnel. Elle a été battue en brèche par les nouveaux antipsychotiques, quand même, qui n'agissent pas tous sur les systèmes dopaminergiques et qui ont des indications dans les troubles de l'humeur. Donc, là, pour le coup, ça, c'est vraiment plus du tout valide, quoi. Quand on donne un traitement, la question, c'est qu'on ne peut pas que donner un traitement, donc c'est quand même peut-être tout le reste aussi. Il y a quand même une action. Et ça donne quand même, ça me donne une envie. Je me dis quand même, cette entrée dans la question épistémologique en psychiatrie, que ce que la question, les traitements qu'on donne, sont-ils symptomatiques, étiologiques, qu'en pensent les gens qui les prescrivent, ça fait quand même, ça donne quand même une idée assez claire, je trouve, de la conception qu'ils se font, du statut du diagnostic qu'ils font, du statut des soins qu'ils proposent, et donc de l'idée qu'ils se font du savoir qu'ils manipulent et de leur discipline, quand même, comme marqueur du thérapeute. Ouais, bien sûr. On peut faire un diagnostic sur des ordonnances. Diagnostic du psychiatre. Oui, enfin, c'est pas en voyant arriver l'ordonnance qu'on va se dire, voilà ce que pense un psychiatre. Enfin, moi, je pense que les traitements médicamenteux qu'on a à disposition maintenant sont beaucoup plus, je ne sais pas si le mot c'est transnodographique, mais un peu quand même. Hein, et si on continue à penser autrement. Vous êtes une victime des labos qui vous ont convaincu que c'était des panacées. Non, au contraire. Je pense que c'est non seulement transnodographique, mais c'est insuffisant. Une question de Paul Lou.
Alors, nous, on a un peu, avec Pacifique, on a un peu travaillé sur Alzheimer, sur la diagnostic précoce d'Alzheimer. Ce qui est beaucoup défendu notamment par le gouvernement, par les plans successifs, maladie d'Alzheimer, maladie neuroévolutive, maladie neurodégénérative, c'est la notion de diagnostic au moment opportun. Et c'est l'idée que vraiment, dès que des symptômes à peine perceptibles, pas perceptibles par les proches, par exemple, apparaissent, c'est une bonne chose de diagnostiquer la maladie. Et dans les débats que ça provoque, notamment, il y avait, parce qu'on a organisé beaucoup d'événements, notamment avec des associations de malades, il y avait un malade jeune qui était venu et qui disait, en fait, le diagnostic, on a pu mettre un mot sur la maladie, on a pu sortir de cette phase d'errance qui était très difficile, qui occasionnait beaucoup de disputes dans le couple avec ma femme, etc. Mais il y a quand même une chose, moi, qui a jamais cassé quelque chose, c'est que quand je ris, par exemple, tout le monde pense que c'est à cause de ma maladie que je ris. C'est-à-dire qu'en fait, la maladie devient le prisme par lequel la personne est vue. C'est la question du stigmate, c'est beaucoup très dur en psychologie, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi, du côté de la psychiatrie, ce risque-là de stigmate? Parce que finalement, la profession autorégulatrice n'est pas tellement profession autorégulatrice, c'est-à-dire on vous dit vous êtes schizophrène et donc vous le devenez, mais vous pouvez aussi ne pas le devenir. Ça, je n'ai pas très bien compris. Mais il faut résister à des croyances qui finissent par s'introduire de partout. Surtout pour les hystériques, ça va. Voilà, c'est une autre croyance. Mais l'expérience que j'ai, moi, par rapport au sujet du jour, psychose émergente, effectivement, c'est une expérience un peu singulière, parce que j'ai travaillé en pédopsychiatrie il y a 25 ans, et ensuite quasi 25 ans en ITEP. Et en ITEP, la particularité, c'est quand même de recevoir des jeunes qui ne sont pas tout à fait malades mentaux, pas tout à fait délinquants, pas tout à fait cas social, pas tout à fait, mais un peu de tout ça. Et donc, pas mal de situations que vous évoquiez, j'en ai rencontré à cet endroit-là. Et le sentiment que j'en avais, pour ce qui est de la Ritaline, par exemple, c'est pas moi qui la prescrivais, c'était prescrit par des pédiatres que la famille allait consulter. Donc, j'avais l'impression que le psychiatre, il n'était pas à l'initiative, c'est pas lui qui posait les diagnostics. Éventuellement, il essayait de freiner les fureurs diagnostiques de l'école, des parents d'élèves, d'autres élèves, des enseignants inquiets. Et c'est pas lui qui prescrivait. Il était au fond, c'est pour ça que j'aimais bien votre schéma initial avec les flèches là, c'est-à-dire qu'il y a des pensées en expansion et qui envahissent, un peu comme des tsunamis. Et donc, au fond, le psychiatre, moi j'ai plutôt l'impression qu'il doit surfer sur de multiples tsunamis qui viennent de tous les côtés et essayer de faire en sorte que la barque tienne la marée. Ça va, franchement, bravo, parce que j'ai pas osé me lâcher tout à l'heure, mais si j'avais pu faire un dessin animé pour représenter ça, j'aurais fait des vagues témoignées. Et au centre, il y aurait ce que les marins redoutent, qu'on appelle une houle croisée. C'est-à-dire le moment où il y a deux trains de vagues qui sont orthogonaux et il n'y a pas de défense contre ça. Même un bon barreur ne peut pas faire autre chose que balloter par le vent. Eh ben, j'ai eu l'impression d'avoir fait ça pendant 25. Ça veut dire que le dessin est plutôt gai et que le dessin animé aurait été hyper triste. Pas triste. Flippant. Menaçant. Oui, pour essayer de répondre à la question pour le domaine. Alors, vous avez entendu la réponse de ma collègue, c'est-à-dire dans l'hystérie, profession autoréalisatrice, indiscutablement. Après, est-ce que dans les histoires d'évolution psychotique, j'ai eu un patient, par exemple, qui a fait 7
cet épisode schizophrénique. Bon. À chaque fois, on a appelé ça des bouffées d'énergie et pas des épisodes schizophréniques. Et la 7e fois, on commençait à bien se connaître, sa femme, ses parents, lui, moi, etc. Il n'y a pas eu besoin de l'hospitaliser. J'ai été prévenu très tôt quand il a amorcé son 7e épisode. Je suis allé chez lui. J'ai tout de suite prescrit les médicaments dont je savais qu'ils étaient efficaces chez lui. Et il n'a jamais été hospitalisé. Et par exemple, dans une histoire comme ça, où le diagnostic de schizophrénie aurait été lâché beaucoup plus vite, je crois, en règle générale, parce que 7 épisodes, c'est beaucoup. Je crois que une certaine pusillanimité diagnostique a préservé quelque chose de son avenir social. Il est resté marié. Bon, ne m'envoyez pas d'utiliser cette phraseologie peut-être maladroite, mais enfin, il a fait la femme au foyer. C'était son épouse qui avait travaillé, qui débrouillait un mari. Et puis, ils ont élevé 2 enfants ensemble, vous voyez, tous les 6 mois. Ça allait pas mal. À ce moment-là, la prudence diagnostique me semble avoir payé. Alors que bon, c'était un type qui s'appelait Roy, son nom de famille, et il avait passé des heures sur les dunes devant l'océan à voir des dauphins. Il n'existait pas. Il avait vraiment déliré en largeur. Alors, ouais, dauphin, c'est lui. Et bon, donc, je pense que la prudence diagnostique est pas mal. Bon, puisque toutes les bonnes choses ont une fin, je vous donne rendez-vous le 5 janvier, qui est un jeudi aussi, évidemment. Nous accueillons Stéphane Vigart, qui est philosophe, docteur en philosophie, et qui vient nous parler des savoirs psychiatriques et organisations institutionnelles, qui se demandent le rapport qu'ils ont ensemble. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci Bernard, merci beaucoup.